Je regarde bien ta caméra en le disant, nous sommes capables de faire de grandes choses. Nous avons déjà fait de grandes choses dans le passé. La seule chose, il faut pas être passéiste. Il faut pas se tourner dans le passé. Il faut être face à l'histoire. Et être face à l'histoire, c'est dire maintenant ce que nous allons faire. Aujourd'hui, on parle d'humiliation d'Haïti. Quand on arrive dans un aéroport et qu'on montre notre passeport, il y a un temps que l'on prend pour nous observer. Alors, nous avons avec nous dans les studios de Haïti Inter, Rudy Edmé. Si j'essaie de faire une présentation, ce sera pas comme il se doit, mais déjà on peut dire que Rudy Edmé est sociologue, qu'il est enseignant, mais pour que l'on puisse mieux comprendre, connaître le personnage, donc la personne qu'on a en face de nous, on va demander à Rudy Edmé, je vais déjà lui dire bonjour Rudy Edmé. Bonjour Haïti Inter. Bonjour. Comment ça va? Ben ça va, je suis vraiment très content d'être dans vos studios. Ben merci d'avoir accepté l'invitation. Rudy Edmé, on s'est croisés au Salon du Livre haïtien et je me rappelle que je crois que c'était l'année dernière. Vous étiez censé venir à Paris et puis il y a eu des difficultés, vous n'êtes pas venu finalement. Cette année, vous avez pu venir et vous êtes à Paris avec votre livre. Vous avez pu présenter ça au Salon du Livre haïtien 2025. Votre livre La plume dans la plaie, que peut-être je devrais vous passer pour que vous le présentiez un petit peu, mais je le reprendrai tout de suite après. D'accord, merci. Donc, ce livre... Oui, c'est La plume dans la plaie, oui. Donc, vous êtes là pour le livre La plume dans la plaie. On va donner envie aux gens d'aller voir. Ce n'est pas un roman, c'est un essai. Oui. D'accord. Donc vous allez vous présenter d'abord pour dire qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas et ceux qui vous connaissent déjà des fois ils oublient, ils disent que c'est Rudy Edmé, mais non, il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui vous connaissent pas? Oui, et si vous permettez, je vais faire simple en disant effectivement vous avez raison, je suis un enseignant de très longue date. Je suis donc, j'aime dire éducateur parce que quelque part il y a dans ma façon de voir l'éducation une approche plutôt holistique totale. Ça veut dire c'est pas seulement entraîner des enfants à maîtriser une matière, mais c'est travailler sur l'être humain, sur la patte humaine. Parce que nous avons besoin et de plus en plus ces jours-ci, dans un monde qui devient de plus en plus brutal, on a besoin d'êtres humains formés, éduqués, mais formés, éduqués pour vivre, pour s'épanouir. Donc, c'est ça notre vision de l'éducation. Donc, je suis donc éducateur avant tout, j'aime dire ça. Mais bien sûr, j'écris aussi et j'ai travaillé comme éditorialiste dans le journal Le Matin, un ancien journal que certains d'entre vous doivent connaître. Ensuite, j'écris régulièrement, souvent, des chroniques, parfois pour Alter Presse. Et je suis maintenant l'éditorialiste du National. Donc, mon métier, c'est donc d'observer, d'analyser, d'écrire et de comprendre. Et d'essayer de passer le mot. Et d'essayer de faire comprendre, et d'essayer d'échanger avec les gens. Et particulièrement, surtout, d'écouter les gens. Donc, c'est cela. Je pense qu'il faut s'engager pour pouvoir changer notre pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, mais comme disait Victor Hugo, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Donc je crois que le combat pour plus de bien, le combat pour plus de, je dirais, de citoyenneté, pour combler ce que un écrivain haïtien a appelé le déficit de citoyenneté, eh bien il va falloir qu'il y ait des gens qui s'engagent, qui fassent des propositions, qui n'ont pas de préjugés de départ, parce que moi je ne sais pas, tout en étant, je dirais, ancré dans un lieu, mais je n'ai pas de préjugés. C'est-à-dire, je ne vais pas dire, je ne vous pousse pas un tel, seulement sur la base des on-dit. J'essaye de comprendre, d'analyser, et c'est pour ça que les gens me considèrent comme un analyste modéré. Parce que ma modération, c'est ça ma subversion. Parce que ce qui se passe, c'est que en général, il y a tellement d'extrêmes
que quand on est modéré, c'est à ce moment-là qu'on est révolutionnaire. D'accord. Et moi qui pensais qu'il fallait des fois pour vraiment révolutionner, aller vraiment dans l'extrême. Mais là, vous venez de m'apprendre le contraire, c'est-à-dire on se pose, on regarde et puis on prépare. Exactement. Parce que justement, pour changer, il faut parfois comprendre ce qu'on veut changer. Et il faut parfois baisser le ton. Quand il y a trop de bruit, il faut baisser le ton. Et quand on baisse le ton, ça se on dit, mais tiens, il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Mais sinon, c'est un vacarme. Donc, chaque semaine, j'écris. Et chaque semaine, je regarde quand je sors dans la rue et que je regarde que il y a des immondices, que la rue n'a pas été, c'est le choc. Et à ce moment-là, je vais dire, bon là, je vais écrire sur cet aspect-là de la question. Et je vais dire, mais pourquoi notre pays peut être pauvre, mais on peut être digne? C'est des choses que nos grands-parents, vos grands-parents, avaient. Les Haïtiens étaient toujours des gens quand même propres chez eux. Faut toujours balayer la cour, faut toujours balayer devant porte là, etc. Et on a perdu ça. Et parce que l'État, c'est complètement désintéressé de cette affaire-là. Et on est devant maintenant une catastrophe parce que la ville est surchargée. Donc la ville ne peut plus supporter la quantité de déchets que nous produisons. Tout ça demande une politique publique et ça m'intéresse, ça m'interpelle. Et on peut être pauvre mais digne. Il faut se battre pour cette dignité-là des Haïtiens. Cet appel à la dignité, Woody Edmé, j'ai comme l'impression que vous l'avez lancé, même si vous avez déjà toujours été engagé, mais que vous l'avez lancé encore plus fort, de façon plus, comment dire, c'est pas que vous avez créé parce que vous ne criez pas, justement, vous baissez le ton pour parler, mais au lendemain de la catastrophe du 12 janvier 2010, où vous parliez, où vous étiez plutôt critique concernant les acteurs locaux, donc le gouvernement, tous ceux qui prennent des décisions, mais aussi critique concernant cette solidarité internationale qui nous envahissait. Donc, pour vous, dès ce moment-là, il était question de faire attention. Est-ce que ça faisait appel aussi à cette dignité qu'on a toujours eu avant et que pour vous qui paraissait être une perte à ce moment-là de de tout ce déferlement d'organisations qui arrivaient sur le territoire, même s'il s'agissait vraiment d'une catastrophe et qu'on avait besoin d'aide? Voilà, j'aime bien ta question. Tu sais, à l'époque, j'ai parlé de la tendresse du monde. Mais cette tendresse du monde, malheureusement, elle a été mal utilisée et il y a des gens qui sont venus simplement pour faire flotter leur drapeau. Et ça n'avait pas été fait dans le sens de la reconstruction. Alors, j'ai écrit un texte appelé à l'époque Haïti année zéro. Parce que après avoir vu une telle catastrophe, la magnitude de ce qui nous a frappé, je me suis dit, mais c'est le moment effectivement de faire cette refondation. Il fallait le faire sur le plan politique. J'avais demandé à l'époque, j'avais interpellé le président de l'époque pour que il fasse qu'il appelle tous les partis politiques, justement pour qu'on fasse quelque chose ensemble face à cette catastrophe. C'était le moment où il fallait vraiment, au moment qu'il y avait cette aide, qu'il fallait mettre de l'ordre, ne pas recevoir parce qu'on peut créer une catastrophe dans la catastrophe, ce qui s'est passé. Donc, oui, malheureusement, ceux qui tirent la sonnette d'alarme ne sont pas souvent écoutés parce que les gens sont pris dans je dirais, leurs affaires, dans le brassage, tu sais, et le bien commun à ce moment-là n'est pas pris en compte. Donc, justement, j'avais écrit avant pour vous dire attention et j'ai continué à écrire après pour dire ne dégaspillons pas les momentum. Il y a des momentum il faut en profiter pour faire autre chose. OK? Et il faut pas rater certaines. Par exemple, aujourd'hui, il y a une chose qui est particulièrement douloureuse, c'est le fait que maintenant nos fêtes, ou bien les jours qui commémorent soit l'indépendance, soit, par exemple, ou la mort de Dessalines, ou je ne sais pas moi, ou même le 7 février, chaque date devient une date angoissante. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à sortir du ghetto des polémiques sans grandeur et des luttes qui nous détruisent encore plus.
Donc je crois que c'est ça qu'il faut faire attention. Haïti est d'autant plus... Aujourd'hui, on parle d'humiliation d'Haïti, mais cette humiliation, c'est peut-être aussi le fait de ce que nous n'avons pas su et nous n'avons pas encore pu reconstituer l'âme haïtienne, bâtir cette État-nation qui est nécessaire, qui peut nous permettre de faire face. Donc, il faut pas oublier, ce message est important. Construisons notre pays. Essayons de faire en sorte que nos enfants, quand ils partent pour étudier et qu'ils puissent revenir. Ne les exilons. Il ne faut pas que nous les exilons parce que nous n'avons pas rempli nos devoirs. Cette petite qui est morte dans la République voisine, ça a touché le cœur de tout le monde. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas être dans une école dans son pays où il y a aujourd'hui la guerre. Donc, je crois que c'est tout ça. Quand on arrive dans un aéroport et qu'on montre notre passeport, il y a un temps que l'on prend pour nous observer parce que justement notre nationalité est sous pression. Parce que chaque Haïtien est censé être un migrant potentiel. Il faut qu'on organise notre pays. Et c'est ce message que je voudrais faire passer, puisqu'Haïti Inter me permet de parler de ça. Vous dire que c'est important, la construction. Il faut qu'on commence à voir comment nous allons refaire nos infrastructures, comment nous allons rebâtir l'éducation haïtienne pour qu'elle soit une éducation de qualité. Et faire en sorte aussi assainir notre pays. Regardez, aujourd'hui nous avons un problème à l'aéroport international de Port-au-Prince. C'est l'occasion maintenant de faire d'autres aéroports. C'est l'occasion d'ouvrir notre pays. C'est l'occasion de faire des pôles de développement dans le nord, dans le sud. Si on avait des corps de pompiers un peu partout dans les villes de province, eh bien, ils seraient les premiers à venir aider Port-au-Prince le jour du tremblement de terre. Nous avons besoin d'habiter Haïti. Tout à l'heure, vous disiez que il fallait reconstruire. D'ailleurs, dès les premiers moments du tremblement de terre, vous étiez adressé au président actuel. Je pense que vous deviez parler de Michel Martelly ou de Préval. À l'époque, c'était René Préval. Qui devait... Je dois dire que en 2009, le pays semblait revivre. C'est terrible ce qui nous est arrivé. En 2009, on avait la sensation, il y avait beaucoup de gens qui rentraient voir leur famille. Tu sais, on a passé un Noël festif au 1er janvier et puis 12 janvier. Tu vois? Parce qu'il faut se souvenir que à ce moment-là, on avait commencé à désarmer, il y avait plus de zones de non-droit, etc. Et puis le 12 janvier, ça s'est passé comme ça. Mais ce qu'on n'a pas su faire, on n'a pas su construire, parce que justement, on fait trop de politique, mais pas assez de bonne politique. Ça veut dire que tout est politique en Haïti, mais c'est pas de la politique dans le sens de la construction du pays, c'est pas de la politique dans le sens du bien-être haïtien, c'est une politique qui est dans une lutte permanente de clans pour justement aller dans un pouvoir de plus en plus ridicule puisque ça ne gère rien. À qui aujourd'hui adressez-vous la plume dans la plaie pour que les choses aillent mieux en Haïti? Aux jeunes, à tout le monde, d'abord à tout le monde, à tous ceux qui veulent bien lire, mais à la jeunesse haïtienne, à qui je dirais que j'ai consacré une bonne partie de ma vie d'enseignant. Et je pense et en même temps aussi, c'est une façon pour moi de dire aux gens, écoutez, regardez, en 2008 c'était comme ça. En 2009 on a fait pire. En 2010, en 2011, en 2012. Donc, c'est pour les faire voir au fil des ans cette attitude que nous avons justement de rester dans les mêmes choses et de ne pas sortir. On a besoin, et je m'attends à quoi aux prochaines élections? Je m'attends à ce qu'il y ait des offres politiques audacieuses. On n'a pas besoin de 200 offres politiques. On a besoin de 2-3 grandes offres politiques audacieuses et qui disent voilà ce qu'on va faire du pays. Voilà comment on va faire. Et on n'a pas besoin de propagande. On a besoin de choses concrètes.
comment, à propos de nos hôpitaux, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir tout simplement des draps plus propres? Qu'est-ce qu'on va faire du service d'ambulance nationale pour qu'il soit encore plus efficace? Qu'est-ce qu'on va faire pour que l'aéroport ne soit plus un espace menacé? On veut des choses concrètes. Commençons avec le basique et puis on va à ce moment-là libérer notre peuple. Vous savez, le peuple auquel nous appartenons, toi et moi, c'est un peuple très créatif. Quand je suis dans le studio d'Haïti Inter, je regarde autour de moi, je vois plein d'artistes, je vois plein de toutes sortes de créateurs. C'est un peuple aussi qui, même dans le commerce, est créatif. Beaucoup de jeunes Haïtiens, c'est leur maman commerçante qui les ont élevés, bien leur père. Donc, si on les libère, on leur donne de la sécurité, eh ben, ça va aller. Parce que à ce moment-là, les forces économiques vont se libérer. Si on permet aux gens, si on fait un peu d'inclusion économique, et que ça ne soit pas limité à un petit groupe, eh bien, Haïti va très vite démarrer. Et Haïti a une diaspora extraordinaire. Moi, je voyage, j'ai l'occasion de les rencontrer en Amérique du Nord, en France, un peu partout. Eh bien, cette diaspora est une réserve qui attend. Je connais des médecins qui sont à Miami, qui sont de grands médecins, et que chaque fois que je les rencontre, ils me disent, mais quand est-ce qu'on pourra venir donner un coup de main dans nos hôpitaux? Et ils ont envie. OK? J'arrive en Floride. Je trouve un chauffeur de taxi. La première chose qu'il me dit, comment en bas est, hein? Parce que en bas, c'est le pays. Et donc, ils ont ce pays-là. Donc, nous avons cette réserve que les Chinois ont su utiliser leur diaspora, que les Israéliens ont su utiliser, les Juifs ont su utiliser, que les Arméniens utilisent. Pourquoi pas nous autres? Nous autres, notre diaspora, elle est là, elle brille dans les universités, elle est dans la construction à Saint-Domingue ou bien un peu partout, elle travaille dans les hôtels, mais toute cette force de travail, toute cette intelligence collective, c'est une réserve pour la nation. Donc, si nous arrivons à faire le lien entre ce qui se fait chez nous, entre les Haïtiens de l'intérieur et ceux de l'extérieur, pour avoir un projet de nation, après 5-10 ans, on n'a pas besoin d'avoir un siècle. On verra ce pays redémarrer et avec des Haïtiens enthousiastes. Les Haïtiens peuvent faire plein de choses. Il y a un pays rêvé dans la tête de chaque Haïtien et chaque Haïtienne, qu'ils soient en Haïti, qu'ils soient dans la diaspora. Un pays rêvé. D'accord? Et c'est pour ça qu'à chaque moment, à chaque fois qu'il y a une occasion pour qu'on soit fier de ce que nous faisons, soit au pays ou à l'extérieur, eh bien, tu vas voir que tout le monde se retrouve autour, soit de notre qualification dans la Coupe du Monde, soit de notre succès, du succès de nos chocolatiers, soit de ce que notre rhum est un des rhums les plus prisés du monde. Ce sont des petites choses, on pourrait dire des petits riens, mais ce sont des petits riens auxquels on s'accroche pour aller vers autre chose de beaucoup plus grand. Parce que nous sommes capables, il ne faut pas oublier, je regarde bien ta caméra en le disant, nous sommes capables de faire de grandes choses. Nous avons déjà fait de grandes choses dans le passé. La seule chose, il faut pas être passéiste. Il faut pas se tourner dans le passé, il faut être face à l'histoire. Et être face à l'histoire, c'est dire maintenant ce que nous allons faire. Récemment, j'ai écouté une jeune juriste haïtienne qui prenait la parole dans un débat lors du Salon du Livre. J'ai été impressionné, je me dis mais regarde-moi ça, regarde-moi la qualité de gens que nous avons qui sont là et qui peuvent partout, dans toutes les capitales du monde, dans tous les services, vous allez rencontrer un Haïtien, une Haïtienne qui fait quelque chose de qualité et qui pourrait servir son pays et qui à chaque fois pense à son pays. Il y en a qui disent par dépit, ah, Haïti c'est foutu, Haïti, et puis quand tu essaies de discuter avec eux, puis tu te rends compte que c'est par amour, c'est un amour de dépit. Donc je pense que c'est par rapport au modèle actuel, il faut des contre-modèles. Et c'est pour ça que Haïti Inter existe aussi. Haïti Inter, excusez-moi de parler de vous, mais ce que je peux suivre de ce que vous faites
et des gens à qui vous donnez la parole, c'est une façon justement de faire passer une parole différente du bruit et de la fureur qu'il y a dehors. Le pays a été tellement abandonné à lui-même que on est devenu un carrefour de la mauvaise mondialisation. C'est pour ça que ce qui arrive à Haïti n'est pas simplement une affaire d'Haïtiens. C'est une affaire justement d'une mondialisation sauvage. C'est une affaire de crime transnational. C'est une affaire on n'a pas investi assez dans le pays pour que vraiment qu'on ait des forces de sécurité, qu'on ait des gens. À l'époque de la dictature, le pays était surveillé parce qu'il y avait un pouvoir à sauvegarder. Mais maintenant, si on a un service de renseignement, si on réorganise nos forces de police et l'armée, eh bien c'est pour que ça soit mis au service du pays. Parce qu'on a besoin que notre territoire soit un territoire habitable et que ça ne devienne pas, comme c'est maintenant, le passage de tout ce qui se fait du mal dans le monde, la drogue et tout. Comment pensez-vous qu'on peut déjà se débarrasser de toutes ces ingérences qui font que l'Haïtien ne peut plus se prendre en main pour pouvoir vraiment avoir des vrais Haïtiens? Chacun de ceux qui prennent les rênes de ce pays le prennent que pour eux-mêmes. Donc comment déjà se débarrasser de ces ingérences pour pouvoir ensuite, est-ce qu'il faut se débarrasser de ces ingérences pour avoir des vrais Haïtiens, ou bien est-ce qu'il faut se débrouiller pour avoir des vrais Haïtiens pour pouvoir se débarrasser de ces ingérences pour amener Haïti à un niveau supportable? C'est la deuxième proposition qui est bien. Ça veut dire qu'il faut qu'on se reconstruise. Tu te rappelles, au début, je disais l'âme haïtienne, reconstruire la fierté haïtienne, mais pas seulement la fierté, mais que cette fierté, qu'on puisse la montrer dans tout. Dans la manière dont nous tenons nos rues, dans la manière dont nous éduquons nos enfants, dans la manière dont nous nous comportons dans l'administration publique. Il faut mettre fin à l'impunité. Si nous arrivons justement à faire appliquer les lois, à réformer la justice, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quelqu'un vient te tuer aujourd'hui parce que il prend même pas le temps de mettre un masque. Parce qu'il sait qu'il ne va rien lui arriver. Donc, je crois que si on parvient à refaire justement ça, c'est ça, rebâtir nos institutions. Et tu sais, si on parvient à rebâtir nos institutions, et il y a des pays qui l'ont fait, qui étaient aussi faibles que nous, sinon plus, qui ont pu le faire. On peut prendre l'exemple du Rwanda, on peut prendre l'exemple du Bénin. Étudions ces cas-là, regardons ce qu'ils ont fait, et essayons de faire avec nos moyens, et tu vas voir que le changement est possible. Tu vois? Et par rapport à l'ingérence, je vais te dire une chose. Il y aura toujours de l'ingérence, mais elle sera moindre lorsque on sera plus adulte, lorsqu'on sera plus mature. D'accord? Parce que l'ingérence se fait facilement lorsqu'il y a du désordre. Lorsque on n'est pas unis sur des questions fondamentales. Donc, je ne mets pas l'ingérence comme je dirais, comme la priorité. Je mets construire les Haïtiens d'abord, organiser nos institutions. Aujourd'hui, bientôt, on en a besoin. Il y aura une force, etc., qui va venir. Si tu me demandes, est-ce que j'en ai besoin, je vais te dire oui. Quelle force? Et la force de suppression, machin, de gang. Si tu me demandes, est-ce que... Oui. Mais vous y croyez, vous? Bon, naturellement, c'est vrai qu'on nous a menés en bateau depuis longtemps. Maintenant, si vraiment ils le font, ils le veulent, ok. Pourquoi le voudraient-ils? Je ne peux pas être dans leur tête, mais je pense que ce qui peut arriver, c'est que si il n'y a pas un frein qui est mis à cette situation-là, elle va déborder sur toute la région. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas une question haïtienne. Maintenant, pour terminer mon point, maintenant, il faut investir dans Haïti, dans les forces nationales de sécurité. C'est-à-dire que il faut que nous ayons des garçons, des filles, dans nos académies militaires et dans l'académie de police, à qui nous donnons des valeurs haïtiennes pour que désormais nous ayons d'autres gardiens
conscients comme on disait, que ce coin de terre, c'est notre coin de terre et qu'on n'a pas d'autre endroit. Et que, quel que soit, d'ailleurs, on est en train de nous donner la preuve aux États-Unis. D'accord? Celui qui te donne un asile temporaire peut te l'enlever quand il veut. Donc, je pense que quand tu n'es pas chez toi, tu n'es pas chez toi. Donc, il nous faut construire ce chez nous. C'est ça qui est important. Et une fois qu'on a ce chez nous, eh ben, pour l'ingérence, j'ai donné un exemple la dernière fois. Je disais que il y a eu des problèmes, par exemple, d'une grande puissance qui a dit des choses, qui a posé des actes par rapport au Brésil. Eh bien, par la suite, les deux présidents se sont rencontrés. Pourquoi? Parce que le Brésil existe en tant que nation. Donc, le président d'une grande puissance peut menacer, peut faire pression. Ils ont les moyens. Donc, l'ingérence est un fait international. C'est un rapport de force. Mais tu le ressens d'autant plus fortement et comme une humiliation parce que tu n'es pas organisé. Donc, organisons-nous, rassemblons nos forces, créons les institutions qu'il faut pour que nous puissions parler d'adulte à adulte avec tous ceux qui se disent des amis d'Haïti. Le pays est divisé, le pays est meurtri, mais son génie existe. Alors là, je suis un petit peu d'une sorte de spiritualité. C'est-à-dire, le pays, les Haïtiens sont là, ils existent, et quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils sont Haïtiens, et ils essayent justement de penser à Haïti. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'organisation. Malheureusement, parfois, il arrive que dans les diasporas aussi, on n'est pas unis. Tu vois? Donc, c'est ça qu'on doit travailler. On doit essayer de repenser à l'union fait la force. Retourner au civisme de base pour dire, mais pourquoi je ne peux pas vivre avec un autre Haïtien? Pourquoi je ne peux pas l'aider? Pourquoi est-ce que quand un Syrien, un Libanais va dans un pays étranger, il aide les autres Libanais, il aide les autres Syriens. Il va le prendre dans son supermarché jusqu'à ce que l'autre ait son propre supermarché. Mais nous devons faire ça aussi. Nous devons, en diaspora, nous supporter, nous aider. Parfois, tu entends des gens dire que, Manaf est haïtien, pendant qu'il est dans un pays étranger. Je pense que ça, c'est un problème qu'il faut voir. Peut-être que cette personne n'a pas totalement tort pour des raisons, je ne sais pas moi, X, Y, Z, mais non, attention. Il faut pas sombrer dans ça. Il faut essayer de se mettre ensemble. Plus on est ensemble, plus on pourra, notre voix va porter. Et maintenant, si nous avons des leaders qui sont légitimes, eh ben, ces leaders, bon, je prends un exemple, je me permets de prendre un exemple. À un certain moment, lorsque le président Jean-Bertrand Aristide a été élu, il a été renversé, eh bien, pourquoi on l'a ramené? C'est parce que c'était un président légitime. Tu vois? Donc, même ceux qui ont contribué à ce qu'il tombe sont obligés de le ramener. Parce qu'il y avait un peuple derrière. Maintenant, les chefs qui sont là, quand ils n'ont pas de légitimité, eh bien, il y a des accidents qui leur arrivent, eh bien, ils sont pas soutenus. La légitimité est importante. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nous travaillions pour que, justement, nous ayons des institutions. Et quand nous aurons des institutions, nous aurons moins de problèmes de savoir d'individus, de la vertu, parce qu'à ce moment-là, la personne saura que dans la place qu'il est, il doit rendre des comptes. Est-ce qu'on a besoin d'un Ibrahim Traoré en Haïti? On a besoin d'une femme ou d'un homme qui a le souci du bien commun. Et on a besoin d'une femme ou d'un homme qui est déterminé à faire respecter l'autorité de l'État, pas un État répressif pour rien. Parce qu'on a connu ça. On a connu l'autorité de l'État, ça dépend. L'autorité de l'État peut être aussi répressive. Mais on a besoin d'une autorité de l'État qui fait marcher ce pays. Vous n'avez pas le droit de salir les rues. Eh bien, la loi vous frappe. Vous n'avez pas le droit de faire du vacarme sur la place publique. La loi vous rattrape. Vous n'avez pas le droit
de faire des nuisances sonores, quel que soit ce que vous êtes, bar, église et tout, eh bien, vous êtes rattrapé par la patrouille, comme on dit. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut de l'ordre, et un ordre qui serait conduit maintenant par des femmes, des hommes déterminés, et vous allez voir ce qui va se passer. Une fois que ça commence, les Haïtiens seront libérés. On a besoin de libérer le pays. Il y a un hashtag que j'ai vu récemment, que j'ai aimé, qui dit « Ouvert pays ». D'accord? Ouvert pays pour moun marcher, ouvert pays pour moun circuler, ouvert pays pour moun et à l'école. OK? Ouvert pays pour moun qui fait business. C'est ça. Et on a besoin d'une équipe comme ça, de gens déterminés qui, je ne mets pas de nom, je me dis, voilà. Moi je me serais permise d'ajouter, on a besoin de gens qui mettent en prison ceux qui pillent les caisses de l'État, pas que seulement le petit peuple, parce qu'on parle de la rue propre, on parle du petit peuple, mais il faut aussi que... Ah, attention, c'est pas le petit peuple, non, qui ça dit, forcément. Moi, je vois des gens passer dans des grosses voitures et balancer des trucs, ou bien qu'ils ne payent pas, qu'ils ont de l'argent pour payer une compagnie pour prendre leurs déchets. Ils viennent de leur voiture, ils descendent la vitre et ils déposent à un carrefour. Vous dites, mais on va mettre fin à cet échange qui pourrait durer. Mais parmi ces personnes, cette plateforme dont on aurait besoin pour sortir Haïti, si vous deviez prendre une proposition, parce que vous nous disiez que c'est un livre qui est là, non pas pour montrer seulement ce qui ne va pas, mais pour proposer, si vous deviez prendre une seule proposition et que vous l'adressiez à cette personne, ces trois personnes, cette entité, cette plateforme, laquelle serait pour que dans 5 ans, on ne dit pas demain, dans 5 ans, dans 10 ans, que Haïti commence à sortir la tête de l'eau, quelle serait-elle? La première chose serait d'apaiser le pays, d'établir la sécurité, c'est le premier bien. Aujourd'hui, pour nous, c'est le premier bien. Et puis, la deuxième chose serait de donner l'exemple. L'exemple, diminuer les privilèges. Si le pays est trop pauvre, pour que on ait autant de privilèges par sénateur, par député, par ministre, etc. Donner un exemple dans la manière de diriger le pays, c'est-à-dire une opération main propre, qui ferait que l'administration publique ferait son travail, qui ferait que le ministre ne soit plus quelqu'un que les Haïtiens perçoivent comme celui qui vient. Parce que, vous savez une chose, il y a des gens qui ne volent pas dans l'État, mais dès que tu es ministre, tu es un voleur, oui. Parce que pour les gens, l'État fonctionne tellement mal que je pense qu'il y a des gens qui sont tout de suite perçus comme des gens qui sont en train de profiter. Donc, essayons de changer l'image d'un ministre en Haïti. Essayons de changer l'image d'un parlementaire en Haïti. Essayons de faire qu'un président haïtien soit vraiment quelqu'un dont on peut être fier. Et pour cela, qui respecte les institutions, qui respecte les lois de la République. Donc, je crois que c'est ça. Si un gouvernement qui vient là maintenant commence par travailler sur la sécurité, il y a une chose qu'on devrait résoudre. Je profite. Il nous faut savoir ce que nous allons faire avec les brigades de défense. Il faut avoir ça en tête. OK? C'est-à-dire qu'il y a des brigades de défense qui ont permis au quartier de résister. Mais si on les laisse dans la nature, sans contrôle, qu'est-ce que ça va devenir? Il faut les encadrer. Il faut les intégrer dans un truc formel. Il faut qu'il y ait une hiérarchie. Voilà une chose qu'on devrait penser. Oudi Edmé, je ne sais pas, j'ai tellement de questions qui me passent par la tête, il va falloir que j'arrête, parce qu'on a ces 9 personnes là, en Haïti. Adressez-leur une phrase qui pourrait les sensibiliser en tant qu'Haïtiens, parce que c'est ça aussi, on a l'impression que ce ne sont pas des Haïtiens. Vous leur diriez quoi, s'il vous plaît? Non, je leur dirais que le 7 février, il faut partir, pas n'importe comment, il faut préparer ça dès maintenant.
la seule chose que vous pouvez faire pour ce pays, pour entrer dans l'histoire, même par une petite porte, c'est de faire que le 7 février, on n'ait pas de drame. Que j'ouvre ma télé et que je vois les gens du Conseil passer le pouvoir à ceux que la négociation aura permis de faire, et puis on aura une passation calme, apaisée. Faites ça pour le pays au moins. Merci Rudy Edmé. Merci Haïti Inter.